Maman, tu ne devrais pas venir. C'est une cérémonie pour la famille de la mariée. Voilà le message que j'ai reçu d'Antoine, mon propre fils, alors que je venais d'atterrir à Bordeaux, la valise encore à la main et le cœur rempli d'émotions. Ce n'était pas une erreur de frappe, ni une maladresse passagère. C'était une exclusion claire, sèche, irrévocable. Et moi, Colette Renaud, 68 ans, je me suis retrouvée seule dans un hall d'aéroport, une boîte à ruban sur les genoux, avec cette sensation insoutenable, celle d'avoir été rayée de la carte familiale. Je vis dans le quartier Saint-Michel, à Bordeaux, une ruelle où les pierres parlent encore du passé. Mon appartement, petit mais lumineux, donne sur une cour silencieuse. Je suis brodeuse, ou plutôt, je l'étais. J'ai passé ma vie à tirer l'aiguille, à faire danser le fil sur le lin, à raconter des histoires sans mots, seulement avec des couleurs, des années à coudre pour les autres, à vendre mes tableaux dans des marchés artisanaux, à me contenter de peu, et surtout, à élever seul mon fils Antoine après la mort de Michel, mon mari, importé par une maladie trop rapide, trop injuste. Antoine n'avait que 7 ans. Je l'ai veillé, aimé, porté à bout de bras. J'ai brodé la nuit, coup sous le jour, accepté les douleurs aux doigts et aux reins. Tout ça pour qu'il ne manque de rien. Ce mariage, je l'attendais comme un moment de lumière. J'avais préparé un voile de dentelle, hérité de ma grand-mère, que j'avais moi-même restauré point par point pendant des semaines. Dans ma valise, j'avais glissé une enveloppe avec un chèque cadeau et une lettre manuscrite où je souhaitais à mon fils tout le bonheur du monde. Je voulais être présente, pas pour parader, juste pour être là, pour voir son sourire, pour lui dire qu'il restait mon fils, même s'il appartenait désormais à une nouvelle vie. Mais ce message m'a coupé du souffle. J'ai passé la nuit dans une chambre d'hôtel impersonnelle, le voile posé sur le lit comme un fantôme. Je n'ai pas pleuré. Ce n'étaient pas des larmes qui me manquaient. C'était l'air, le sens, l'équilibre. Comment un fils qu'on a porté peut-il vous effacer d'un trait? Comment peut-on devenir gênante dans l'histoire qu'on a pourtant aidé à bâtir? Ce lendemain matin, je me suis levée sans avoir dormi. Je me suis regardée dans le miroir. Mon visage était pâle, les cernes profondes. Mais mes yeux avaient changé. Il y avait quelque chose de ferme, de résolu. Une frontière venait d'être tracée. Une frontière que je n'avais jamais osé dessiner. Même quand Antoine m'avait blessée par le passé. Cette fois, c'était trop. J'ai compris qu'il était temps de me relever non pas en tant que mère, mais en tant que femme. Ce jour-là a marqué le début d'un autre fil dans ma vie. Celui que je tirerai non plus pour réparer, mais pour créer quelque chose de nouveau. J'ai pris rendez-vous avec Maître Sophie, la notaire de famille, pour annuler les procurations que j'avais données à Antoine sur mes comptes. J'ai demandé à revoir mon testament et surtout, j'ai décidé de créer un fonds de confiance pour ma petite fille, Élodie, la seule à m'avoir envoyé un message ce jour-là, la seule à être venue frapper à la porte de l'hôtel avec un petit bouquet de fleurs sauvages et une tasse de thé chaud. Ce n'était pas un acte de vengeance, c'était un acte de dignité. J'avais passé trop d'années à attendre d'être reconnue, à penser que l'amour inconditionnel finissait toujours par être rendu. Mais j'avais oublié une chose. Se respecter soi-même, c'est aussi poser des limites. Ce n'est pas rejeter, c'est simplement choisir qui mérite encore d'entrer. Ce soir-là, dans le silence de ma chambre, j'ai compris que je n'étais pas seule. J'étais debout, et j'avais encore du fil, du tissu, et surtout, ma propre histoire à broder. Je me souviens encore de l'odeur du linge humide et du café tiède dans mon petit appartement de Saint-Michel, lorsque j'étais encore jeune veuve. Michel venait de partir, importé en quelques mois par une maladie plus rapide que notre chagrin.
Antoine n'avait que 7 ans. Et moi, je n'avais que mes mains. C'est avec ces mains-là que j'ai reconstruit notre vie. Je brodais près de la fenêtre, sous une lumière bancale. Parfois jusqu'à 2 heures du matin, mes doigts se couvraient de callosités, de petites coupures invisibles aux autres, mais qui me rappelaient chaque jour que j'étais encore en vie. La broderie n'était pas qu'un métier pour moi, c'était une prière, pointe après point. Je coussais l'espoir. Je me souviens avoir vendu mes premières toiles à un marché du dimanche pour quelques pièces. Puis peu à peu, les commandes sont arrivées. Des nappes, des prénoms d'enfants, des initiales sur des draps de baptême. Chaque centime gagné, je le mettais de côté pour Antoine. Je me privais de tout. J'ai même vendu mon alliance. Un jour, pour l'aider à payer la compte de son premier appartement. Je me souviens être rentrée ce soir-là avec la main nue, le cœur un peu vide, mais persuadée d'avoir bien fait. Je ne comptais pas ni les sœurs, ni les euros, ni les renoncements. Quand Antoine a voulu faire des études à Paris, je l'ai aidé à payer la chambre étudiante, les manuels, les trajets. Quand il s'est marié, j'ai cousu les nappes de la réception moi-même. Offert une somme modeste mais honnête pour les aider à commencer. Et plus tard, quand il a eu des soucis financiers, je n'ai pas hésité à piocher dans mes maigres économies, à annuler des soins dentaires pour couvrir une échéance de prêt en retard. Au fil des ans, cela a représenté plus de 5 000 €, peut-être plus. Je ne sais pas exactement, je n'ai jamais fait les comptes. Quand il s'agissait de lui, je ne pensais pas en chiffres, je pensais en amour. Antoine le savait, et peut-être pour ça qu'il a osé tant prendre. Je lui avais même donné procuration sur mes comptes. C'est juste au cas où, m'avait-il dit. Et j'avais dit oui, parce qu'il était mon fils. Parce que dans ma tête, la famille, c'était une forteresse. On peut se disputer, on peut se faire mal, mais on ne trahit pas. Jamais je n'aurais cru qu'un jour, cette confiance si entière deviendrait une faille dans laquelle il s'engouffrerait. Mais le signe était là. En vérité, il me parlait de moins en moins, il reportait nos déjeuners. Il disait être débordé, sous pression, trop fatigué. J'envoyais des messages restés sans réponse. J'appelais, on me répondait plus tard, ou pas du tout. Mais je me disais que c'était normal, qu'il avait sa vie, sa famille. Moi, je n'avais qu'à rester là, disponible, comme une lampe qu'on allume qu'en cas de panne de courant. C'est cette naïveté qui me revient en mémoire. Parfois, comme une gifle douce, je revois les moments où j'aurais pu poser des questions, où j'aurais dû dire non. Mais j'étais fière de lui. Je me disais que tout ce que je faisais, c'était pour l'aider à se construire, à aller plus loin que moi, à ne jamais avoir à broder pour survivre. Et c'est pour ça que ce message, ces simples messages, a tout brisé. Maman, tu ne devrais pas venir. Otmos, otlames fines, bien aiguisé. Plus on aime, plus la lame coupe nette. Ce n'est pas seulement l'invitation qu'on m'a refusée. C'est ma place, mon rôle, mon existence même. Dans le grand tableau de sa vie, pendant longtemps, j'ai cru que donner beaucoup garantissait d'être aimé en retour, que les sacrifices se voyaient, qu'ils comptaient. Mais ce soir-là, seule dans ma chambre d'hôtel, avec ce voile ancien sur les genoux, j'ai compris que j'avais brodé toute ma vie pour un fils qui, au final, m'avait effacé sans trembler. Mais ce n'est pas une plainte, c'est un constat. Et c'est peut-être ce constat-là, plus que le chagrin, qui m'a réveillée. Il ne s'agissait plus de souffrir en silence. Il s'agissait de ne plus permettre que l'amour que j'offrais soit détourné, utilisé, puis jeté. Il s'agissait de redevenir la femme que j'avais été, avant que tout cela ne m'endorme. Lucide, libre et capable de tracer sa propre bordure. J'avais pris un vol matinal depuis Toulouse, avec dans ma valise ce voile ancien que j'avais brodé de mes propres mains il y a plus de 40 ans.
Il appartenait à la famille Renaud depuis au moins 3 générations. Une dentelle fine, ivoire, presque translucide, que j'avais restaurée point par point lorsque j'étais enceinte d'Antoine. À l'époque, je l'imaginais un jour flottant derrière lui, porté par la femme qu'il aimerait, bénissant leur union de ma patience silencieuse et de mon fil discret. Je l'avais emballé dans un papier de soie, posé avec soin sur mes vêtements pliés. Et dans mon sac à main, il y avait un petit chèque, modeste mais symbolique, accompagné d'une lettre écrite à la main, comme je le fais toujours. Je leur souhaitais une route douce, des disputes qui finissent en rire, et surtout de ne jamais oublier la main qui les a aidés à grandir. L'avion a atterri en douceur. Le soleil brillait sur Bordeaux. Je me sentais un peu nerveuse, mais aussi joyeuse. C'était un jour important. J'allais retrouver mon fils, le voir heureux, l'embrasser. C'est dans ce moment suspendu, juste après avoir allumé mon téléphone, que le message est arrivé. « Maman, tu ne devrais pas venir. C'est une cérémonie pour la famille de la mariée. » Rien d'autre. Pas un bonjour, pas un point d'exclamation. Juste cette phrase tranchante, envoyée à 8h02, comme on annule une livraison gênante, comme on évacue une présence devenue indésirable. Je suis restée là, debout, figée entre 2 tapis roulants, au milieu des voyageurs pressés. J'ai senti une pression dans ma poitrine, pas douloureuse, mais lourde. J'ai relu le message plusieurs fois, espérant qu'un autre mot se glisserait. Une explication, une faute de frappe. Mais non, c'était clair. Il ne voulait pas de moi. Il ne voulait pas que je sois là. J'ai pris un taxi sans dire un mot. Le chauffeur m'a demandé si c'était pour un mariage. Et j'ai menti en disant que je venais pour affaires. Arrivée à l'hôtel, j'ai ouvert ma valise avec des gestes mécaniques. J'ai posé le voile sur le lit. Il était magnifique. Le motif floral brodé au fil doré. Les petits nœuds discrets. La finesse de chaque angle. Il semblait vivant. Il portait mes nuits blanches. Mes espoirs. Mon silence. Et ce jour-là, il ne couvrirait personne. Je me suis assise au bord du lit, la lettre encore dans le sac. Je n'ai pas pleuré. Ce n'était pas de la colère, ni de la honte. C'était un vide, un immense vide. Comme si tous les fils qui m'avaient relié à Antoine venaient d'être tranchés d'un seul coup. Et moi, je flottais, sans encre, sans rôle, juste une femme invisible dans une chambre d'hôtel trop propre. C'est vers 19h que quelqu'un a frappé à la porte. J'ai mis un moment à répondre. C'était Élodie, ma petite fille. Elle portait un sweat trop grand, les cheveux attachés à la va-vite et un sac de viennoiserie dans les bras. Elle m'a regardée sans rien dire. Puis ses yeux se sont posés sur le voile. Elle a murmuré « Il est magnifique ». Je n'ai pas répondu. J'ai juste fait un geste de la main pour l'inviter à entrer. On s'est installé autour de la petite table. Elle a sorti 2 pains au chocolat, m'a tendu une tasse de thé et m'a demandé si ça allait. J'ai haussé les épaules. Je crois que c'est la première fois qu'on a parlé vraiment. Pas de banalité, pas de ça va, automatique. Elle m'a raconté sa journée, son envie de devenir professeur d'arts plastiques, ses doutes, ses rêves. Moi, je lui ai parlé de Michel, de comment il m'aidait à choisir les couleurs quand je brodais, de la fois où il a recousu l'ourlet de sa veste à l'envers. Mais était si fier. Nous avons ri, doucement, entre 2 silences. Puis elle m'a dit « Je suis désolée pour papa. » Je n'ai rien répondu. Je ne voulais pas qu'elle porte un poids qui ne lui appartenait pas. Mais dans son regard, il y avait une tendresse que je n'avais plus vue depuis longtemps. Ce n'était pas de la pitié. C'était un lien, un fil, le premier d'une nouvelle broderie. Elle est partie vers 22h. Avant de sortir, elle a posé la main sur le voile et m'a dit « Je peux le prendre demain, juste pour le montrer à quelqu'un. » J'ai hoché la tête. Ce voile n'allait peut-être pas couvrir la mariée,
Mais il allait quand même traverser la journée d'une autre manière, plus douce, plus fidèle. Ce soir-là, après son départ, je me suis allongée dans le lit. Le silence était plus léger. Quelque chose avait changé. J'étais encore blessée, mais je n'étais plus seule. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur d'ouvrir les yeux le lendemain. J'ai su plus tard, plusieurs jours après le mariage, dans un murmure complice d'Élodie, le voile, mon voilet, n'avait pas été oublié. Elle l'avait discrètement plié, glissé entre les tiges du bouquet de la mariée, juste au cœur des pivoines blanches. Elle l'avait noué là, sans que personne ne le voie, comme une présence silencieuse, une façon d'honorer ma place. Même si le monde faisait semblant qu'elle n'existait plus, elle m'a dit cela en rougissant, comme si elle avait commis une audace. Moi, je l'ai regardée et je n'ai pas su quoi dire. Les mots se coinçaient dans ma gorge, mais dans ma poitrine, une chaleur ancienne s'était rallumée. Après cela, elle est revenue souvent, tous les mercredis après-midi, sans prévenir. Elle apportait parfois des croissants, parfois des fleurs, parfois juste son silence. On a commencé à jardiner un peu, dans les pots bancals de mon balcon. Puis, un jour, elle m'a demandé de lui apprendre à broder. Comme toi, même, je veux savoir faire ça. Alors j'ai sorti mes boîtes, mes ciseaux, mes tambours, et nous avons commencé à tisser des formes maladroites ensemble. Elle avait les doigts raides au début, mais la patience dans les yeux. C'est elle qui a eu l'idée du carnet. Un vieux cahier à couverture en toile, trouvé dans un vide-grenier. Elle l'a intitulé « Les fils de ma vie ». Elle disait que ce serait notre journal à deux voix. J'écrivais des souvenirs. Elle écrivait des pensées. Parfois, nous collions des bouts de fil, des bribes de dentelle ou des photos en noir et blanc. C'était un ouvrage étrange et beau, comme une tapisserie intime où chaque mot était une maille. Pendant ce temps, Antoine m'a envoyé un message. Courte, froid. Je suis désolée. C'est juste que tu ne comprends pas la situation. Je n'ai pas répondu. Je l'ai lu 1 fois. Puis je l'ai supprimé, non pas par colère, mais parce qu'il n'y avait rien à comprendre, rien à justifier. Le geste avait été fait. Le silence était devenu notre seule langue commune. Et je n'avais plus envie de parler cette langue-là. Je n'étais plus dans la vengeance, ni même dans l'amertume. J'étais dans la reconstruction. Avec Élodie, avec mes souvenirs de Michel, je me souvenais souvent de cette phrase qu'il répétait. Les soirs d'orage ou de doute. Ne laisse jamais personne te ranger sur une étagère comme un bibelot. Tu n'es pas décorative, tu es essentielle. Et moi, je l'avais oublié. Pendant des années, j'avais cru que mon amour maternel me définissait, mais il ne me suffisait plus. Il fallait que je me redéfinisse autrement. Alors j'ai pris rendez-vous avec Maître Sophie, notre ancienne notaire. Une femme solide, droite, qui m'a reçue avec bienveillance. Je lui ai demandé d'annuler toute procuration donnée à Antoine. Elle n'a pas posé de questions inutiles. Elle a simplement hoché la tête, pris les documents et m'a dit « Vous avez raison de reprendre la main. » Ces mots-là, je les ai sentis comme une bénédiction. Ensuite, j'ai voulu modifier mon testament. Ce n'était pas une punition. C'était une protection. Pour moi, pour mon œuvre, pour Élodie. Je voulais que ce que j'avais construit ne soit plus à la merci de ceux qui ne savaient pas en prendre soin. J'ai décidé de créer un petit fonds de confiance, placé à son nom, mais accessible uniquement à ses 25 ans. Il servirait à ses études, à ses projets, à son indépendance. Pas à payer les dettes d'un autre. Pas à combler les absences. J'ai également écrit une lettre à Antoine, à la main, rapages. Je n'y exprimais ni colère ni rancune. Juste une liste de tout ce que j'avais fait pour lui. Pas pour réclamer, mais pour que, s'il la lisait d'un jour, il sache. Je l'ai repliée soigneusement, rangée dans une enveloppe, puis dans un tiroir.
Je ne l'ai jamais envoyé. Ce n'était pas nécessaire. Ce n'était plus à lui que je devais rendre des comptes. C'était à moi, dans les jours qui ont suivi. J'ai appelé ma banque. J'ai suspendu les virements automatiques, fermé les comptes conjoints, réorganisé mes petites économies. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi, et cela suffisait. À la fin du mois, Élodie m'a montré ses premiers points de broderie terminés. Ils étaient tremblants, mal équilibrés, mais beaux, authentiques. Elle m'a dit, tu sais, Mamie, je crois que t'étais là. Quand même, au mariage, j'ai souri, parce que je l'étais, pas en tant qu'invité, mais en tant que présence, en tant que force. Ce jour-là, j'ai compris que je n'avais pas tout perdu. J'avais simplement changé de place. Je n'ai jamais su si la mariée avait remarqué le voile. Ce petit morceau d'histoire glissé au cœur de son bouquet. Peut-être l'a-t-elle pris pour un ruban de dentelle ordinaire. Peut-être a-t-elle senti sous ses doigts la douceur ancienne de l'amour cousu. Mais moi, je savais, et Élodie savait, c'était suffisant. Les jours ont passé, et Élodie a continué de venir. D'abord les mercredis, puis les samedis. Parfois elle restait 1 heure, parfois tout l'après-midi. Elle entrait sans frapper, déposait son sac au pied du canapé et enfilait son tablier à fleurs que je lui avais cousu moi-même. Ensemble, on a planté des œillets d'Inde dans les jardinières, repiqué des menthes dans de vieux pots de confiture. Elle m'a appris à faire des boutures avec une patience que je ne lui connaissais pas. Moi, je lui montrais comment tendre le tissu sur le tambour sans faire de faux plis. Nous avions trouvé un langage sans tension, fait de gestes simples et de silences qui ne pesaient plus. Notre carnet, les fils de ma vie, s'épaississait doucement. Chaque page était un bout de mémoire cousu à 2. J'y écrivais des anecdotes sur Michel. Le jour où il avait repeint la cuisine en vert olive sans m'avertir, sa manie de ranger les épices par ordre alphabétique, ou encore sa voix quand il me chantait. La vie en rose au creux de l'oreille. Élodie, elle, y glissait ses croquis de robes imaginaires, ses rêves de voyages en Grèce, des photos de son chat avec des légendes absurdes. Ce carnet n'était pas un testament, c'était une preuve de vie. Un matin, alors que je faisais infuser du thé à la verveine, mon téléphone a vibré. Antoine, encore. Un message court. Glacial, je suis désolée. Tu ne comprends pas le contexte. J'ai fixé l'écran quelques secondes. Puis j'ai appuyé sur supprimer sans l'ouvrir. Ce n'était pas de la rancune. C'était une mesure d'hygiène. Je ne voulais plus polluer mes pensées avec des mots sans racine. Ce que je voulais, c'était la clarté, la tendresse, l'ancrage. Et je les trouvais là, dans le rire d'Élodie quand elle renversait la boîte de boutons. Elle n'essayait pas de me réparer. Elle m'acceptait telle que j'étais, un peu cabossée, un peu usée, mais encore debout. Elle ne cherchait pas à remplir un vide. Elle voulait juste être là. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. Michel me revenait souvent en mémoire, pas comme une douleur, mais comme une lumière tamisée. Il avait cette façon de me regarder, même dans le désordre du quotidien, comme si j'étais une œuvre d'art imparfaite qu'il admirait quand même. Je me souvenais de ces mots. Un soir où je doutais de moi, Colette, ne laisse jamais qui que ce soit te réduire à une décoration. Tu es le cœur de cette maison, pas son ornement. À l'époque, je n'avais pas compris la portée de cette phrase. Aujourd'hui, je la portais comme un bouclier invisible. Un dimanche, alors qu'Élodie finissait un petit napperon pour sa colocataire, elle s'est tournée vers moi et a dit « Tu sais, Mamie, t'as changé. » J'ai souri. En bien j'espère. Elle a ri. Puis elle a ajouté, plus sérieusement. « Tu rayonnes autrement maintenant. Comme si t'étais revenu chez toi. » Elle avait raison. Je n'avais pas bougé de mon appartement. Mais j'étais revenue à moi-même. Je n'étais plus cette mère blessée attendant une reconnaissance qui ne viendrait jamais.
J'étais devenue une femme qui se choisissait. Chaque jour, les voisins d'aussi semblaient le remarquer. Madame Duarte, du 3e, passait plus souvent me demander des conseils de couture. Un jeune étudiant de l'immeuble m'a demandé si je pouvais lui recoudre la doublure de sa veste. Ma grand-mère est loin, et vous avez l'air de savoir. J'ai accepté avec plaisir. Je n'étais plus invisible. Même mon miroir semblait m'apprivoiser à nouveau. Je me regardais sans chercher mes rides, mais en cherchant ce qui restait de vivant dans mon regard. Il y avait là quelque chose d'inattendu. Une forme douce de paix, une acceptation tranquille. J'étais toujours cette Colette qui aimait trop, qui donnait tout, mais je n'étais plus celle qui se laissait vider. Et surtout, j'avais trouvé ma place, non pas dans le cœur d'un fils qui m'avait exclu, mais dans le regard d'une petite fille qui me redonnait foi en la transmission. Avec Élodie, je n'étais pas un souvenir, j'étais une présence. Je crois que c'est le mois de septembre qui m'a soufflé l'idée. Il y avait dans l'air une clarté nouvelle, une douceur discrète qui me donnait envie d'offrir quelque chose de moi, mais pas à ceux qui l'attendaient, à ceux qui en avaient besoin. Alors j'ai repris mes toiles, mes fils anciens, et j'ai commencé à broder pour des inconnus. Pas pour vendre, pas pour être admiré, juste pour dire « je vous vois ». J'ai contacté un petit EHPAD à 3 rues de chez moi. J'y suis entrée un après-midi avec un sac en toile rempli de petits cadres, des paysages brodés, des initiales, quelques fleurs stylisées. La directrice, une femme ronde et vive, m'a accueillie comme si je lui avais apporté une pluie d'avril. Je les ai vus, ses visages ridés, ses yeux un peu perdus qui s'illuminaient face à des roses en fil de soie. Il y avait une dame qui s'appelait Mathilde, qui pleurait en touchant les motifs en disant « Ma mère brodait pareil ». Il y avait Louise, ancienne couturière, qui me parlait de ses robes à volants. Ces femmes-là, comme moi, avaient été assassins. Elles n'étaient plus consultées, rarement visitées. Et pourtant, dans leurs mains tremblantes, il y avait encore tant d'histoires. Un jour, un des cadres a été vendu lors d'une petite exposition, organisée par le centre de quartier. L'argent récolté est allé à la bibliothèque municipale pour acheter des livres en gros caractères. Et sur le panneau des donateurs, il y avait mon nom, pas la mère d'Antoine, pas la veuve de Michel, juste Colette Renaud. Je me suis tenue devant ce panneau plus longtemps que je ne l'aurais cru. Il y avait là une reconnaissance que je n'avais jamais cherchée, mais qui me faisait un bien fou. À la maison, Élodie continuait de venir, un soir d'octobre, alors que nous traxions ensemble un motif de glycine sur du lin blanc. Elle m'a dit d'un ton presque timide, « Tu sais, mamie, j'aimerais devenir prof d'art plastique. » Je l'ai regardée longtemps avant de répondre. Elle semblait s'attendre à un « c'est difficile » ou « tu devrais penser à un vrai métier ». Mais je lui ai simplement dit « alors on va t'aider à y arriver ». C'est ainsi qu'est née l'idée du fond « Voile de Michel », un petit nom doux, en souvenir de lui. Et pour symboliser ce geste discret d'Élodie, ce jour-là, où elle m'avait emmenée au mariage, sans en demander l'autorisation à personne, j'ai ouvert un compte à son nom, consulté Maître Sophie pour y affecter une partie de mes économies. L'objectif est d'un ou une étudiante en art, chaque année, dont les parents ne soutiennent pas le choix, parce qu'il y a tant de jeunes qui étouffent dans un taste des silences semblables aux nôtres. J'ai aussi commencé à écrire, pas comme on écrit un livre, mais comme on coud une étoffe intime, un petit cahier bleu, au coin un peu abîmé, que j'ai baptisé « Techniques oubliées ». J'y note les points rares que m'avait appris ma propre mère, les secrets de la broderie au fil d'or, les astuces pour redonner de la tenue à une toile trop vieille, mais j'y glisse aussi des choses plus invisibles. Comment choisir la bonne lumière pour travailler?
Comment respirer quand la main tremble? Comment recommencer sans honte quand le fil casse? Ce cahier-là, je le garde pour Élodie. Je le lui donnerai quand elle aura 25 ans. Avec un ruban autour. Ce ne sera pas un héritage d'argent. Ce sera un héritage de gestes, de patience, de regard sur le monde. J'ai cessé d'attendre d'être invitée à vivre. J'ai compris que la vraie invitation venait de moi-même. Chaque matin, quand je me lève, j'ouvre les volets comme on ouvre une scène. Ce jour m'appartient, même s'il est gris, même si personne ne m'appelle. Bella, je ne suis plus suspendue au téléphone, ni aux photos qu'on ne m'envoie pas. Je suis là, dans ce que je crée, dans ce que je transmets. Et je ne suis pas seule. Il y a Élodie, il y a les femmes de l'EHPAD, il y a les bouts de fil, les tasses de thé, les bourrasques d'automne. Il y a tout ce qui compte. Enfin, je ne sais pas exactement qui avait glissé mon nom dans la liste des intervenantes. Peut-être Madame Duhart, ma voisine, ou bien l'animatrice du centre de quartier qui avait vu mes broderies à l'exposition. Toujours est-il qu'un matin, j'ai reçu une lettre à mon nom, calligraphiée avec soin. Une invitation à parler lors d'une conférence au Centre culturel de Bordeaux. Le thème, les femmes et le fil du temps. Rien que le titre m'a fait sourire. Il avait quelque chose d'à la fois poétique et terriblement juste. J'ai d'abord hésité. Parler de moi, un public, de ce que j'avais perdu, de ce que j'avais reconstruit. Et puis, une nuit, j'ai rouvert le carnet bleu et j'ai relu une phrase que j'avais notée. Ce que l'on garde en silence finit par nous enfermer. Alors j'ai accepté, non pas pour me faire entendre, mais pour peut-être ouvrir une porte à d'autres femmes enfermées dans leur silence. Le jour venu, j'ai mis ma robe bleu nuit, celle que Michel aimait tant. J'ai pris le locket gravé. Toujours maman qu'Antoine m'avait offert il y a bien longtemps, celui qu'il avait sûrement oublié. Je l'ai accroché autour de mon cou, non pas comme un rappel de douleur, mais comme une trace de ce que j'avais été. Une preuve que l'amour, même déçu, pouvait laisser de la beauté. La salle était pleine. 100 de personnes, surtout des femmes, de tous âges. Il y avait des visages curieux, d'autres un peu fermés, comme si elles se demandaient ce qu'une vieille dame avec des cheveux gris pouvait bien leur apprendre. Je suis montée sur scène doucement. Mon cœur battait fort, mais mes mains étaient stables. Je n'ai pas lu de discours. J'ai parlé avec ma voix, la mienne, un peu rauque, un peu voilée par les années. J'ai raconté mon histoire, pas dans l'ordre, par fragments, comme on tire un fil dans une pelote emmêlée. J'ai parlé de Michel, de nos dimanches à broder et à rêver. J'ai parlé d'Antoine, du message qu'il m'avait envoyé le jour de son mariage. J'ai parlé de l'hôtel, de la nuit blanche avec le voile dans les mains, de cette solitude aiguë qu'aucun mot ne pouvait consoler. Et puis j'ai dit ceci. Je ne suis pas en colère contre Antoine. Je choisis juste de ne plus attendre qu'on m'invite. Il y a eu un silence. Une vraie, celui où chacun rentre en soi. Ensuite, j'ai sorti de mon sac la petite carte de vœux jamais envoyée, celle que j'avais écrite pour le mariage. Je l'ai lue lentement, puis j'ai sorti le locket. Je l'ai ouvert. Des danses, une photo minuscule d'Antoine bébé et une mèche de cheveux. J'ai murmuré. L'amour ne s'efface pas, mais il peut changer de forme. Quand j'ai quitté la scène, les applaudissements n'étaient pas tonitruants. Ils étaient sincères, profondes. Une femme m'a prise dans ses bras en pleurant. Une autre m'a tendu un mouchoir brodé. Une jeune fille m'a dit « Vous avez raconté l'histoire de ma grand-mère, mais elle n'a jamais eu les mots. Dans le hall, on m'a arrêté plusieurs fois des femmes. Des mères, des filles, des veuves. Certaines m'ont demandé si je pouvais leur apprendre à broder. D'autres voulaient parler succession, droit, notaire.
mais la plupart voulaient juste partager un moment. Une phrase, un soupir. L'une d'elles, les cheveux poivre et sel impeccablement attachés, s'est approchée doucement. Elle a murmuré « Je vais rentrer ce soir et réécrire mon testament. Vous m'avez montré que c'est possible. » Depuis ce jour, mon téléphone sonne plus souvent. Des petites associations me demandent d'intervenir. Des jeunes femmes m'envoient des messages pour me dire qu'elles ont offert leur premier ouvrage brodé à leur mère, ou qu'elles ont osé dire non à une invitation où elles ne se sentaient pas bienvenues. Ce n'est pas grand-chose, peut-être, mais c'est une chaîne, un fil invisible qui relie des femmes qui, comme moi, ont cru trop longtemps qu'elles devaient se faire petites pour rester aimées. Un dimanche, en fin d'après-midi, Élodie m'a demandé si elle pouvait m'interviewer pour un petit projet vidéo à son école. Je lui ai dit oui, bien sûr. Elle m'a filmé en train de broder, m'a posé des questions sur l'amour, la liberté, le pardon. À la fin, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Mamie, tu es la femme la plus forte que je connaisse. » J'ai souri, les larmes oscillent, parce que je savais, à ce moment précis, que j'avais transmis l'essentiel. Ce matin-là, l'air avait ce parfum particulier des jours simples et précieux. J'ai ouvert les volets en laissant entrer la lumière dorée de l'été sur la table de cuisine. Élodie devait passer dans l'après-midi pour planter des cosmos dans la jardinière. J'ai pris une grande inspiration, puis j'ai ouvert mon carnet bleu, celui des techniques oubliées. J'ai ajouté quelques lignes à la dernière page. Une pensée griffonnée entre deux schémas de points de chaînette. Aujourd'hui, il fait doux, et je ne suis plus en attente. Je me suis versé un café noir bien serré, comme Michel l'aimait, la photo de lui, toujours posée à côté du petit cadre contenant le voile de famille, me regardait sans jugement, avec ce sourire en coin qu'il n'avait que pour moi. Je lui ai murmuré « Tu vois, mon amour, je n'ai plus besoin de permission. » Et c'était vrai, je n'attendais plus qu'on m'autorise à exister, à parler, à transmettre. Je le faisais, chaque point cousu, chaque mot partagé, chaque décision prise sans trembler, tout cela. C'était ma manière de dire « je suis là » et je suis restée debout. Je me suis assise près de la fenêtre, aiguille à la main, et j'ai commencé un nouveau motif, pas pour une commande, pas pour une exposition, juste pour le plaisir de créer, de continuer, d'exister hors des rôles imposés, de n'être ni oubliée, ni effacée, d'être une femme qui a osé redessiner les contours de sa vie, même à 68 ans passés. Dans quelques mois, j'enverrai la première bourse voile de Michel, et peut-être qu'un jour, une jeune artiste tiendra dans ses mains un peu de cette tendresse que j'ai essayé de faire survivre. Ce sera ma trace, pas une vengeance, pas un cri, juste un fil transmis, de femme en femme. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, peut-être que vous connaissez quelqu'un comme moi, une grand-mère, une mère, une tante, une femme qu'on a mise de côté, ou peut-être que cette femme, c'est vous. Si c'est le cas, laissez-moi vous dire ceci. Vous n'avez pas à attendre qu'on vous invite à vivre. Votre histoire mérite d'être entendue. Votre dignité n'est pas négociable. Et votre place, vous pouvez la reprendre. À votre manière, à votre rythme, mais sans demander la permission. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si mon histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin. Laissez un commentaire. Dites-moi ce que cela a réveillé en vous. Et si vous souhaitez entendre d'autres récits comme celui-ci, abonnez-vous. Chaque voix compte. Et parfois, une simple voix suffit à changer un destin.